Nous cédons la parole maintenant à Catherine Tessier qui présente l'oratrice suivante. Voilà, elle va nous parler aujourd'hui de l'interaction entre les robots et les hommes. Donc merci Laurence. Merci beaucoup pour cette interaction. Je vais commencer par dire pourquoi je m'intéresse à l'éthique de ces systèmes. Donc moi, je suis chercheur et professeur. Et en fait, je travaille sur un domaine qui m'a semblé être assez impactant, qui est le fait de détecter les émotions, l'expressivité des émotions des humains et pouvoir modifier un système automatique dans une machine. Donc donner un pouvoir aux machines qui est de comprendre d'une certaine manière, avec des grands guillemets, c'est ça que je vais vous expliquer, finalement, notre façon de se comporter vis-à-vis d'elles et d'adapter leur comportement à nous. Alors, comme vous entendez énormément de choses dans les médias qui viennent rajouter au fantasme qui existe déjà dans la littérature, la science-fiction autour de la robotique, de l'intelligence artificielle, il est urgent en fait d'expliquer, de faire comprendre, d'éduquer autour de ces sujets. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre large audience, comme on dit, autour des mythes, des fantasmes et de la réalité. Ça s'appelle donc Des robots et des hommes, qui est le titre de ceci. Et grâce à ce livre, j'interviens souvent maintenant dans différents hémicycles, plutôt scientifiques ou moins scientifiques, et qui permet de critiquer directement en fait, des dires qui paraissent un peu partout et qui font fantasmer les gens, ou qui tout simplement leur font pas bien évaluer à quel point la technologie en est. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'interaction humain-robot, des robots et des hommes, c'est ça, plusieurs robots, plusieurs machines, et on interagit avec, plusieurs ou une seule. Et donc voici 3 exemples. Donc comme je suis en recherche au LIMSI CNRS, qui est un laboratoire qui est spécialisé dans le langage, parlé, écrit, gestuel, multimodal, je travaille sur des projets, et notamment j'ai travaillé avec SoftBank Robotics, qui s'appelait avant Aldébaran, sur différents types de robots, comme celui qui est à gauche, qui s'appelle Pepper. C'est un robot, c'est censé être une fille à roulettes, avec un écran qui diffuse quelques informations. Celui du milieu est sans doute celui qu'on connaît le plus dans l'industrie, c'est le robot Paro, qui est un phoque en peluche, qui permet de réagir au toucher, à la voix, à la chaleur, et qui réagit de la façon, je dirais, d'un animal familier, en se tortillant et en faisant des petits bruits, mais il s'adapte quand même à la façon dont on le touche. Alors, comme personne ne sait ce que c'est qu'un bébé phoque, enfin le comportement des bébés phoques, c'était tranquille, ils ont pris cet animal parce que du coup, il n'y a pas de fantasme autour du bébé phoque, donc on admet que ça peut ressembler à quelque chose d'un peu vivant. Le dernier à droite, c'est Jibo. Alors, on le voit peut-être pas bien là, parce que on le voit à peine parce que j'ai décalé mal ma photo. En fait, ça ressemble au Google Home que vous commencez à pouvoir acheter à la Fnac. C'est-à-dire en fait un micro principalement, et là il a une espèce de tête qui est un rond, qui présente un visage très stylisé, ou alors des informations. Et l'idée c'est d'interagir avec cet objet qu'on appelle déjà un robot parce qu'il bouge. Il ne se meut pas dans la pièce, mais il a un écran qui peut bouger à droite à gauche. Donc ça c'est des définitions aussi sur lesquelles je voudrais revenir. On parle souvent donc de la peur des robots, de ce qu'on peut en faire. Vous êtes des médecins, vous savez déjà que l'IA peut apporter des choses, en sachant bien effectivement réguler et comprendre qu'est-ce que c'est que la normalisation, la standardisation que vont apporter ces outils, et en même temps les difficultés donc de laisser décider la machine sans avoir une surveillance humaine, ou un contrôle en tout cas à différents niveaux de l'humain. Donc dans le cas de Paro, je pense que j'en reparlerai un peu, mais je ne sais plus si j'en parle, donc je vais vous le dire maintenant. Il a été quand même évalué à l'hôpital Broca par des gérontologues avec lesquels je travaille. Moi, je travaille sur des interfaces avec Pepper, là, le grand robot, avec des gérontologues, avec Anne-Sophie Rigaud à l'hôpital Broca, et je mets en scène des petits scénarios de stimulation cognitive et émotionnelle avec des robots. Et il y a là un living lab où des patients volontaires viennent prendre un café et participent à des tests avec les machines. Donc c'est intéressant parce qu'on peut le faire sur plusieurs semaines, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, et donc avoir un avis d'usage et en même temps de fantasmes autour de ces machines. Voilà. Et donc elle a fait des tests, elle, sur le robot
Nao, qui montrait qu'effectivement, non, plutôt Paro, pardon, qui montrait qu'effectivement, des gens atteints de maladies dégénérescentes type Alzheimer pouvaient être moins anxieux ou dépressifs, pouvaient être moins anxieux après l'utilisation de ce type d'interface. Moins anxieux voulant dire qu'ils prennent moins de médicaments pour gérer leur anxiété. Donc il y a un rapport direct, mais indirect quand même à une amélioration du soin des patients. Donc c'est ça qu'il faut trouver, c'est ce juste milieu entre l'utilisation inconsidérée, où on vous dit super intelligence, etc., et un pragmatisme non naïf, hein, c'est-à-dire avec évaluation de ces différents systèmes pour pouvoir les utiliser au mieux. Donc je continue par des approches un peu pédagogiques. Donc d'abord, moi je suis dans un laboratoire, on voit les robots dans mon laboratoire. L'équipe, c'est dimension affective et sociale dans les interactions parlées. Je suis effectivement membre de la CERNA, comme Catherine Tessier. La CERNA, c'est une commission sur la recherche de l'éthique sur le numérique, qui dépend d'Alisten, Alisten étant le regroupement des grands acteurs académiques que sont le CNRS, INRIA, les grandes écoles, Télécom Paris, etc., et toutes les universités. On a produit un grand nombre de rapports, je n'en cite que 2 parce que j'ai participé principalement à ces 2-là, qui sont le rapport de l'éthique du chercheur en robotique en 2014, qui est disponible, que je vous encourage à regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. On ne donne pas des recettes, on donne des préconisations de bon sens. Et puis, apprentissage machine, IA et éthique, qui vient de sortir et que j'ai encadré. Donc mon expertise à moi, c'est l'apprentissage machine, le traitement automatique avec du deep learning ou des algorithmes de ce type-là, des réseaux de neurones. J'en ai fait pour ma thèse en 92, vous voyez, c'est pas très nouveau, c'était moins performant. Le traitement du signal, le langage et les émotions, puisque je travaille sur les émotions depuis environ les années 2000, dans l'idée que la perception des émotions devrait nous permettre de mieux comprendre l'interaction dans le dialogue. Et ces résultats viennent de travaux sur des conversations humain-humain que j'ai fait sur des appels au SAMU. Ensuite, les applications, on en voit plusieurs, donc la santé, le bien-être, la sécurité, la robotique, les centres d'appel, des jeux sérieux pour améliorer des capacités, par exemple. Et depuis 3-4 ans, effectivement, l'éthique est devenue centrale aussi dans mon travail, dans l'idée de savoir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter au niveau de la régulation, comment on peut mieux construire des systèmes comme ça. On parle d'éthique by design, c'est-à-dire c'est pas après coup qu'il faut en parler, mais bien quand on est en train de concevoir. Comment on peut pousser les gens dans la communauté, que ce soit les GAFA ou des ingénieurs ou des grandes boîtes, à s'intéresser à ces sujets. Et vous entendez de plus en plus parler, donc ça, on peut dire que c'est déjà émergent. Il ne faut pas que ce soit un leurre. Hein. On n'est pas dans le cas Volkswagen. C'est une petite parenthèse de rien. Et du coup, voilà, c'est ces domaines-là, en tout cas, qui m'intéressent actuellement. Et donc, mon plan ici, c'est de vous parler d'abord des bots, chatbots, robots, pour faire une bonne différence sur les différents sujets, les dimensions affectives et sociales. Donc mon sujet de recherche est ce qu'on fait sur affective computing, qui s'appelle l'informatique émotionnelle. Qu'est-ce que ça représente? Et puis un petit topo sur l'apprentissage machine et les biais, par exemple, du deep learning. Et enfin, les actions en éthique qui sont menées actuellement par les chercheurs principalement. Mais vous verrez, c'est beaucoup plus large. Effectivement, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu parler du rapport de Lopez. Sachez qu'on était tous à la CERNA, derrière aussi les gens, hein, pour les aider. Et on a participé aux auditions, on a même relu le document avant qu'il soit paru. Les bots, qu'est-ce que c'est que les bots? Alors, c'est invisible, hein, ça prend des décisions pour vous, intelligentes. Donc c'est des tâches automatisées, il y en a des nombreux différents, les moteurs de recherche, la traduction automatique, les jeux, et tout ça est déjà là. On ne va pas nous dire l'IA ça va arriver, c'est déjà là. Les agents conversationnels. Alors moi j'en ai ramené 2 des États-Unis en juin, parce que j'ai organisé un workshop sur les systèmes de dialogue automatique. Donc j'ai ramené Google Home et Amazon Alexa, avec qui je papote en anglais dans mon salon, et qui papotent entre eux aussi, sans rien faire d'intelligent. Hein. Donc l'un entend ce que dit l'autre et fait quick, mais bon, il n'y a pas de... Hein, je ne reviendrai pas à ce que disent les médias. En gros, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aux États-Unis, forte incursion de ces objets dans les foyers. 20% des foyers américains ont déjà acheté Alexa. Donc derrière, tous les grands groupes s'y mettent. Hein. On a Facebook, M, qui s'intéresse à ça. Alors c'est plutôt à partir d'une entrée écrite pour l'instant. Apple Siri, que vous connaissez bien. Il faut savoir que dans Siri, par exemple, il y a un petit système qui, quand vous dites « je vais me suicider »,
se déclenche directement et dit appelez SOS Amitié. Donc il y a un programme spécifique pour certains cas, sinon c'est pas très intelligent, c'est-à-dire que si vous dites quelque chose qui a rapport à la première phrase, il ne va pas comprendre du tout le contexte. Donc c'est plutôt du question-réponse ou recherche d'informations sur Internet. Quand j'ai testé la même chose, Amazon, Alexa et Google Home, je me suis rendu compte que ça allait un petit peu plus loin. Ils ont des mémoires à court terme. Donc si je dis quel est le président actuel en France, les deux sont capables de dire c'était Emmanuel Macron. Et ensuite, quand je dis il a une femme, on me dit c'est Brigitte Macron. Bon, donc on a fait le lien, voilà. Donc c'est pas très. Et puis je parle d'autre chose, je parle de la pluie et du beau temps et tout est oublié. Donc c'est une mémoire de poisson rouge, mais il y a quand même une petite mémoire qui commence à être là dans ces systèmes. Après, il y a un vrai drame qui est que des gens très intelligents qui travaillent avec, qui utilisent ces trucs-là, mais ils ne sont pas dans le domaine de la techno, me disent la machine s'adapte à moi. Et là, je dis bah non, on cherche à le faire, mais pas encore. Alors elle peut s'adapter à un niveau très bas, c'est ça l'adaptation, c'est compliqué aussi, parce que ça peut être juste enregistrer un peu votre voix pour normaliser finalement le canal d'énergie, pour mieux, et voilà, comme si c'était se rapprocher de vous, quoi. Donc ça c'est fait, mais par contre l'adaptation lexicale, elle n'est pas faite. Par contre, on a entendu Microsoft, c'est pour ça que je continue ma liste, en tout cas les médias en ont fait grand déballage, on parlait beaucoup de Tai, qui était un système conversationnel, qui était sur Twitter, et qui était censé être gentil et répondre à l'humanité, elle aimait les hommes, etc. Et à la fin de la journée, elle tenait les propos nazis et était terriblement peu politiquement correcte, et elle avait appris ce langage et ces réponses par le fait qu'elle avait interagi avec les internautes. La preuve était faite qu'on peut adapter à un autre niveau et au niveau langagier. Donc, c'est là qu'on se dit qu'il faut quand même réguler. Aucune régulation pour l'instant. C'est-à-dire vos systèmes, là, ils sont dans mon salon, ils écoutent tout chez moi, et je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas du tout qui achète ou pas ces données. Je ne suis pas propriétaire de mes données, ça c'est un truc qu'il faut se mettre dans la tête. Et puis, je ne suis même pas propriétaire de l'objet d'ailleurs. J'ai une licence seulement. Alors je ne sais pas ce qui se passe si je le casse et si volontairement je tape dessus. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais enfin, au niveau du droit, on a énormément à réfléchir sur ces différents systèmes. Donc, ce système de taille, il a été évidemment débranché tout de suite. Microsoft avait fait son buzz, puisque c'était un système qui pouvait s'adapter en continu, en interagissant avec des internautes qui, là, malveillants, avaient fait exprès de lui apprendre ce langage-là, évidemment. Actuellement, d'ailleurs, dans les médias, on aurait entendu un truc de ce type qui était d'un côté plus positif, mais qui essayait de montrer que la surveillance pouvait être positive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un Google Home, je crois que c'était Google Home, qui entend un couple chez lui qui se dispute, et l'homme veut tuer sa femme, un flingue, et donc déclenche un appel à la police et sauve la femme. Donc on a une machine... Voilà, à grand raout, dans les médias, on vous dit une machine est capable donc de se déclencher toute seule et d'aller faire quelque chose de spécifique pour finalement le bien des gens. Donc c'est un côté très marketing, en même temps ça a peut-être un côté intéressant, et surtout ça a un côté éminemment problématique, et on les laisse toujours allumés, on les laisse pas toujours allumés, le bouton rouge dont on nous parle, il existe vraiment, il n'existe pas vraiment, quand est-ce qu'on fait ça? Est-ce que nous, dans la société, on n'a pas le droit de choisir? Finalement, j'achète un système, il n'y a rien de marqué sur le système que j'ai acheté, il n'y a pas une petite lettre marquée vous écoute 24/24. Bon, ça serait idiot de ne pas penser ça, puisqu'il est tout le temps là, et quand je fais OK Google, il se réveille, donc forcément il écoute. Mais bon, voilà, cette ambiguïté dans le langage, le fait qu'on ne dise pas clairement les capacités, fait que des gens très intelligents me disent « il s'adapte à moi, tout ça s'adapte à moi, c'est formidable, et à moi tout seul ». Bon, mais voilà. Et où, si jamais ça s'adaptait, où irait cette adaptation, ces connaissances sur vous? Est-ce que ça serait dans un cloud quelque part dans les nuages? Non, un cloud nuage est disponible pour d'autres personnes, puisqu'en fait, on a, comme dans Her, le fameux film, qui est du fantasme aussi, on a une seule machine qui est quelqu'un qui tombe amoureux de cette machine, mais ils sont 3600 à être amoureux de la même machine, ou la même machine est amoureuse de 3600 autres. Enfin, vous voyez, donc il y a un objet et plein de gens qui se font complètement avoir dans cette interaction. Je finis par IBM Watson, effectivement, qui est partout. Alors,
moi, j'étais triste pour une chose, c'est que, par exemple, la SNCF utilise IBM Watson, et la SNCF, en 1994, on avait un projet, le LIMSI CNRS, avec eux. On avait fait un agent conversationnel dans les APM, vous voyez, ces espèces de boîtiers là, pour prendre son billet dans la gare. On l'avait même testé en vrai gare Saint-Lazare, avec le bruit des verres à côté, les pas et tout ça, qui faisait que c'était très compliqué. Il y avait un agent conversationnel qui avait du lipstick, donc il était capable de parler et de remplacer, enfin de converser avec la personne. On était très en avance, c'était en 1994. Or, ce projet a rien donné. L'industrie derrière ne s'est pas emparée de cette techno pour dire oui, on serait les premiers à faire ça. Voilà. 94. Donc, maintenant, on nous dit vous êtes des singes de l'IA, vous n'y comprenez rien. C'est pas vrai. Moi, je pense que le vrai souci, c'est qu'on a des chercheurs extrêmement brillants, il y a des choses qui montent de partout, que ce soit en médecine, dans l'IA, en mathématiques, en physique, et en fait, il n'y a pas le terreau d'industriels prêt à prendre ça, et il n'y a pas d'entraide entre les industriels. À chaque fois, on ne voit pas tous les gens qui travaillent sur le transport se mettre ensemble pour mieux comprendre ces outils, tous les gens qui travaillent sur l'énergie se mettre ensemble pour comprendre les outils. Chacun peut faire, pour prendre le lead de tout. Donc, tant qu'on sera dans la compétition entre nous, je ne vois pas bien comment on va s'organiser mieux pour être plus économiquement prêt à se battre dans cette société. Les Américains ont bien compris, ils se sont tous aussi sur le lien public-privé, ils se sont tous alliés avec Harvard, Princeton, etc. Et depuis bien longtemps, ils travaillent main dans la main avec des grandes universités. Nous, en France, on l'a fait beaucoup avec des startups dernièrement. C'est ça, nos pôles de compétitivité nous ont poussés à faire ça avec des startups qui font quoi? Qui commencent bien, ils sont géniaux, ils ont des bonnes idées, tac, ils arrivent à tant de personnes, et là, c'est terminé, on se fait racheter. Donc toute cette puissance tout l'argent finalement mis par le contribuable pour améliorer les technologies, il est parti aux États-Unis très souvent. Donc nos chercheurs qui sont aux États-Unis, ils ont aussi des velléités de revenir. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer dans le futur, mais en tout cas, c'est un moment clé, je pense, où tous les engagements sont possibles et il faut rester optimiste, malgré le spectre actuel. Donc un robot, c'est quoi? Une machine capable qui doit comporter au moins ces 3 éléments, capable de percevoir son environnement. Donc même mon robot Jibo, qui n'a pas de corps, là, qui a juste une tête, il perçoit le langage, il reconnaît le langage, pardon. Des processeurs qui analysent les paramètres recueillis pour prendre une décision et des actionneurs qui lui permettent d'agir dans le monde réel. Et là, l'action peut être aussi langagière. Il peut tourner sa tête. Alors en plus de ça, on peut leur rajouter des capacités de dialoguer, donc d'interaction avec le langage, de détecter les expressions émotionnelles, de répondre avec humour. Je travaille aussi sur l'humour machine, avec des guillemets, voire l'empathie machine, qui serait de dire, voilà, vous êtes triste, je comprends votre tristesse. Donc c'est des choses qu'on est capable de faire en simulation. Tout ça n'est que de la simulation, bien entendu. Et il faut être conscient de ce que ce sont les ingénieurs qui mettent ce genre de système en place, avec des capacités d'apprentissage, mais dans un cadre pré-programmé qui ne donne pas non plus la latitude à l'ordinateur ou au robot d'apprendre tout et n'importe quoi en créant par lui-même quelque chose. Il faut faire attention à cet aspect-là. L'empathie artificielle, entre guillemets, c'est une fausse empathie. L'ordinateur fait que mentir, puisqu'il n'a pas d'intériorité, pas de conscience réelle, aucune émotion body, et donc on reste sur de la simulation. Et en plus, on vous dit, les robots comprennent nos émotions. Non, c'est mon domaine de recherche, je peux vous dire, ils ne comprennent rien du tout. Ils interprètent des expressions émotionnelles en petits nombres. On va interpréter globalement les 6 qui sont utilisés dans la littérature. Paul Ekman a fait ça sur le visuel, nous sur l'audio, on fait aussi 4, 5, 6. Quand vous voyez une machine qui vous dit « je reconnais toutes les émotions », c'est un truc qui ne marche pas. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est être assez intelligent, c'est-à-dire reconnaître une expressivité liée à la valence, positive, négative, et puis à l'activation, et puis à d'autres critères de dimension comme ça, et l'interpréter dans un contexte de dialogue, si on est capable de faire ça. À ce moment-là, on peut effectivement dire, j'ai posé la question à la personne, elle n'a pas l'air contente, donc elle doit être... et une étiquette émotionnelle correspondant finalement à l'interprétation dans le contexte. C'est ce qu'on cherche à faire en recherche, mais ne me dites pas que les systèmes actuels sont capables de faire ça de façon très poussée. Alors, l'empathie affective, c'est une forme d'empathie. L'empathie cognitive, donc le robot pourrait-il appréhender les croyances et les désirs d'autrui, puis imaginer ses intentions, anticiper ses comportements. C'est pareil, on essaye de mettre des embryons de choses comme ça dans les machines pour le bien-être des gens. Alors, parenthèse, moi j'estime qu'il faut faire des systèmes qui utilisent toutes ces techniques de façon très contrôlée et
pour l'instant, je continue dans ce domaine en me disant il vaut mieux être alerté plutôt qu'être en dehors de ce genre de système. Donc, je préfère comprendre comment on peut faire ça et où est l'état de l'art actuel au niveau international, plutôt que de subir des robots qui vont venir de Corée ou de je ne sais où et qui n'auront pas de filtre éthique ou aucune intention de renseigner sur ce qu'il y a dans ces machines. L'empathie altruiste, bon voilà, ça c'est sûr que le robot ne peut pas se mettre à la place de l'humain avec les mêmes droits. Il n'aura aucunement une empathie altruiste de personnages dans la société. Donc voilà ce robot dont j'ai parlé au début, Jibo, là, il est vendu très peu cher, sauf qu'il n'est toujours pas vendu. Il est toujours en attente d'arriver sur le marché. Les paros, vous voyez, il y en a 3000 partout, 30 pays, 40 en France, ça vaut assez cher quand même. En général, il y a un paro par EHPAD et puis ils font des entraînements avec quelqu'un qui surveille. Donc ça, c'est fait sous contrôle. IBM Watson, donc cette fameuse plateforme là, qui permet de tout faire, qui va contrôler les IoT et tout connecté dans la maison, le frigo, la télé, l'énergie, blablabla. Pourquoi pas, et pourquoi pas avoir fait ça avec des outils français. Mais bon, voilà. Ce sont des outils qui existent, c'est un peu usine à gaz, d'après ce que j'ai vu. Maintenant, clairement, on va avoir besoin d'outils comme ça pour gérer cette cacophonie d'objets qui seront chez nous. Hein, on a déjà nos téléphones, chaque personne a plusieurs téléphones. Si les téléphones commencent à être proactifs, à vous dire des choses, si vous avez en même temps le frigo qui dit « moi j'ai plus de ci, de ça, et il faut faire aussi quelque chose », et plus le robot, là, le robot Roomba qui passe dans la maison et qui dit, qui s'arrête au milieu. J'ai entendu ça par des lectrices de mon livre, il s'arrête au milieu de mon salon, mais que pense-t-il ? Je me suis dit, oula, on a un fort travail de formation à faire pour éviter qu'on se retrouve devant cette surenchère. Mais je vous dis, il y a d'autres gens qui me disent, moi, Siri s'adapte à moi. Hein. Donc, il s'adapte. Bon. Donc, voilà, tous ces objets connectés en même temps, ça va être une cacophonie qu'il faut absolument anticiper. Et je ne vois pas beaucoup d'anticipation de cette cacophonie d'objets. On voit bien, pour des secteurs d'activité particulières, l'intérêt que ça peut avoir. Et donc, cette machine qui imite l'homme, l'homme regarde la machine et il y a une anthropomorphisation de la machine. Alors il y a des théories, la média équation à Stanford, il y a plein de bouquins dessus, des psychiatres qui travaillent beaucoup sur ces phénomènes de projection sur les machines. J'avais rencontré le joueur de Go qui a entraîné le système AlphaGo, celui qui a gagné contre un champion de Go. Et bien il me disait, moi quand je vais bien, je joue bien. Mais quand je ne vais pas bien, j'arrive pas à jouer. Parce que la machine me renvoie finalement, je me vois à travers, alors qu'elle n'avait aucune émotion, la machine. Hein. Il me disait, je ne vois que moi qui ne joue pas bien. Et ce mimétisme et cette projection sur les machines, elle est intéressante. Il y a un autre facteur que j'explique comme ça, qui est lié à la fonction. Quand on travaille en robotique, on a un terme qui s'appelle l'affordance, pour dire le robot, en tout cas le robot a du mal à avoir cette capacité que les humains ont très facilement. Les humains sont faibles, mais très adaptatifs, et la machine est plus solide, mais très peu adaptative. Et donc, devant un objet qu'on voit pour la première fois, on a forcément l'idée d'à quoi ça pourrait se servir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je vois quelque chose, un réceptacle, je me dis, tiens, ça pourrait contenir de l'eau, ce truc-là, par exemple. Ça pourrait me servir pour boire. Et on va inventer comme ça, on est capable de survivre, parce que dans tout notre environnement, on voit des choses et on leur donne des fonctions. Et dans la vie, vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, c'est presque une tentation. Ça, je connais, c'est un siège. Mais disons que si j'envoyais un nouveau qui ressemble à quelque chose comme ça, moi, je dirais, je peux m'asseoir dessus. Pour un robot, c'est pas du tout évident, ça. De comprendre la fonction des objets à partir juste du visuel de l'objet. Eh bien, dans les robots, c'est ça qu'on fait. On rajoute le visuel et le comportement qui fait qu'on va comprendre plus facilement ce qu'on peut faire avec ce robot. Et donc ça c'est une tricherie qu'on utilise beaucoup et qui a comme pendant que cet amalgame avec le vivant est encore plus facile, cette anthropomorphisation ou humanisation est encore plus facile. Et puis c'est fascinant aussi, et c'est amusant, à condition d'avoir compris effectivement que la machine n'est qu'une machine. Donc il y a des différences culturelles énormes là-dessus. Où j'étais au Japon aussi avec des collègues, c'est pas du tout évident. J'avais juste mis ces cas de figure pour dire c'est quand même complexe, parce que quand je vois un enfant, toujours pareil, je sais à peu près comment je dois parler à un enfant
suivant sa taille, j'imagine son âge, j'imagine s'il connaît, et je sais à peu près lui parler. Quand je vois quelqu'un d'étranger, c'est pareil, j'ai une connaissance de sa culture, qui n'est peut-être pas suffisante, mais enfin, j'ai une idée de comment je vais pouvoir interagir avec lui. Quand je parle à mon chat, moi j'ai des chats, je parle, il y a beaucoup de gens qui parlent à leurs animaux, et on ne peut pas s'empêcher, hein, de temps en temps ils viennent vous câliner, on me dit « Ah, coucou », tout ça, on parle. Hein. Quand je parle à des animaux, je sais que voilà, ils ne vont pas me répondre, mais je sais aussi qu'ils ont des capacités d'empathie et qu'ils vont faire des choses qui seront intéressantes. Enfin, j'anticipe ce qu'ils font. Quand je suis devant une machine, c'est totalement obscur. Je ne sais absolument pas comment je vais faire pour interagir avec cette machine. Donc on a du travail à faire, soit à les catégoriser, soit à faire je ne sais pas quoi, mais en tout cas il faut faire attention à cette ressemblance des robots aux humains, au fait qu'on anthropomorphise. Il faut l'utiliser à bon escient. Et alors ça, c'est une faculté donc naturelle de l'humain, puisqu'on fait ça avec sa voiture, son chat, sa montre. On a des relations affectives avec des objets. C'est pas nouveau. Hein. Les robots démineurs, pour les militaires, ont engendré des relations particulières avec leurs propriétaires. Quand ils étaient sauvés par cette machine, ils avaient envie de leur donner une médaille de guerre, voire de les enterrer. Et pour les fameux robots aspirateurs, qui sont déjà les premiers à être entrés finalement dans les foyers, eh bien, il y a des gens qui les ramènent parce qu'ils sont cassés, mais ils disent « je veux le même hein, parce qu'il connaît ma maison ». Non mais c'est pas évident, parce que la connaissance de la maison, tout ça, il faudrait dire, on a une petite disquette, on le sort, tac, c'est là. Et on le remet dans un autre objet. Donc il y a tout ce travail à faire pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que finalement ce qu'il y a dans les machines. Donc ces relations affectives, elles sont... effectives, elles existent, quoi, c'est ça que je voulais dire. Et puis j'ai vu ce matin encore, moi je travaille donc sur les chatbots, donc ces agents conversationnels, j'ai vu encore des sondages affligeants me disant, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui, quand ils communiquent avec ces machines, s'attachent réellement à eux et en parlent comme ça et disent que c'est bien. Bon, alors, faut voir dans quelle gamme. Est-ce que c'est encore des médias qui surjouent les choses pour faire du marketing? Enfin bref, il y a quand même donc cette théorie qui n'est pas une théorie, qui n'est pas admise par tous les scientifiques, mais quand même intéressante, qui est la vallée dérangeante. La vallée dérangeante, c'est un concept qui est né au Japon par quelqu'un qui s'appelle Mori, et qui est anthropologue, et qui fait en fait, qui met sur un schéma plusieurs comportements de personnes en fonction des objets qu'on leur présente. Et il va montrer que plus on se rapproche du vivant, plus la personne va aimer interagir avec la machine, elle va trouver ça naturel, jusqu'à un certain point. Un point de mystification, si vous voulez, un point où on a du mal à savoir si c'est vivant ou pas. Et à partir de ce point-là, il y a un rejet de quelque chose d'horrible. Hein, qui est dangereux. Alors moi, je vais vous donner l'exemple. J'étais voir HRP4, qui est un robot féminin qui a une peau satinée, presque chaude, on fait de la peau chaude maintenant, au Japon, et qui fait des défis de mode et qui chante et tout ça. Et j'étais impressionnée parce que la chercheuse à côté avait la même... elle lui ressemblait beaucoup. Donc bon, on pouvait confondre presque. Et je me suis dit, bon, mais c'est étrange. D'un seul coup, j'ai regardé les mains de cette robot-là, et elle avait les mains 1,5 fois plus grandes que moi. Alors là, d'un seul coup, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? C'est devenu horrible, cette machine. Et on m'a dit, c'est juste parce que les petits moteurs, vu qu'elle savait faire plein de choses, ils ne tenaient pas à l'époque. Mais on va miniaturiser tout ça et on va arriver à nous cloner parfaitement, comme fait Ishiguro, hein, ce chercheur qui pose cette question réellement, qui cherche à faire de l'art et de la science quand même autour de nos comportements avec une machine qui nous ressemble exactement. Donc lui, son but au début, c'était de se cloner. Donc il fait des répliques de lui-même, donc des jumeaux robotiques, des géminoïdes, et il les envoie à sa place dans les conférences, et lui il reste chez lui, et puis il pianote et il parle à travers. Maintenant, on cherche aussi à les rendre bavardes, toutes seules et autonomes. Alors l'autonomie, c'est pareil, hein, l'autonomie, c'est horriblement complexe. Mon robot aspirateur est autonome puisqu'il va se recharger tout seul. Hein. L'autonomie, c'est plein de niveaux différents qu'il faudrait aussi détailler, et nous, chercheurs, on va s'employer à être plus précis sur ces différents niveaux, et l'idéal serait d'obliger tous les constructeurs à avoir une réelle description des différents algorithmes ou capacités plutôt de ces différents objets. Donc l'opacité de ces boîtes noires, c'est très important. Comment on va évaluer, comment tracer, expliquer. Et puis la boîte noire va s'adapter à vous. Alors vous imaginez bien qu'on va s'attacher encore plus à une machine si on sait lui faire le beau, là, comme on fait avec des chiens. Hein, si on sait manipuler la machine et elle apprend des choses grâce à nous, on peut imaginer créer encore plus du lien avec des objets. Donc il faut absolument évaluer l'apprentissage en continu des machines. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué à la CERNA, qui a fait l'objet de ce rapport, parce qu'on ne voit pas beaucoup traiter. On nous dit, bon, même si on arrive
arrivait à passer les normes ISO, les trucs, les machins, d'accord, mais ce ne sont pas n'importe quelle machine, ce sont des machines qui pourront s'adapter à l'humain. Donc, il faudrait pouvoir les vérifier au cours de leur vie. Voilà. Un peu comme on fait avec des contrôles techniques pour nos voitures, avec des boîtes noires sur nos avions. Voilà. Il y a des choses à imaginer, des permis d'utilisation, enfin je ne sais quoi, pour surveiller cette coévolution humain-machine dans les deux sens. Qu'est-ce qu'a appris la machine et comment se comporte l'humain? Est-ce qu'on va trouver des cas où l'humain est isolé, il est dépressif, ou il est ou trop attaché à il ne veut plus vivre qu'avec des machines? Donc toutes ces questions, ce sont des questions qui nous intéressent au niveau éthique. Donc je vais aller vite dans mes recherches. Donc je vais chercher des indices visuels ou physiologiques sur la réaction de la personne. J'essaie de renseigner la machine à partir de ces informations et puis de créer donc un rapport affectif où la machine réagit différemment à chacun dans un certain contexte. Cette science, l'affective computing, l'informatique émotionnelle est née au MIT en 1997. Moi, c'est en 2000 que je me suis intéressée à ça. On était très peu et maintenant on est un énorme champ disciplinaire. 3 fonctions principales. Première, détecter les émotions des humains. 2, donner à un dialogue la capacité de raisonner en prenant en compte ce que vous avez dit et en plus la façon dont vous l'avez dit. Moi, je travaille beaucoup sur la musique de la voix, en fait. Je suis très en colère, voilà, je vais chercher ça tout de suite. Je dis, la personne, bon, même sans savoir qu'elle a dit « je suis très en colère », visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est à partir d'indices prosodiques dans la voix, l'énergie, la variation du timbre de la voix, le rythme, voir ce qu'on appelle les affect bursts, les marqueurs affectifs. Quand je ris ou quand je fais... Je fais ça, vous avez compris que je doutais un peu de ce qu'on venait de dire. Juste avec des tout petits marqueurs très fins et très courts, on est capable de beaucoup informer en fait, la personne avec laquelle on interagit. Et donc en fait, ensuite, donc, générer des signaux émotionnels. Donc je travaille avec SoftBank principalement, avec plusieurs robots. Celui d'en bas, là, il est moins connu, c'est un robot que vous verrez jamais, je pense qu'il y a un robot de laboratoire qui essaie de marcher, qui est un grand robot qui essaie de marcher, c'est très difficile. Donc vous avez vu Pepper un peu dans toutes les boutiques, maintenant on le voit arriver chez Carrefour et dans nos gares. Il détecte les sourires par exemple, on le fait jouer avec des enfants aussi. Donc c'est des boucles très compliquées parce que vous voyez comme la machine apprend, qu'elle perçoit en continu et que nous on fait des actions en continu, tout ça c'est une boucle extrêmement complexe d'action, attention, perception et puis derrière de l'interprétation, de l'anticipation, de la prédiction. Et il faut contrôler à un certain niveau tout ce qui se passe, d'accord ? Donc on crée, je ne vais pas rentrer, on a fait par exemple un profil de la personne qui interagit pour l'aider. Pour les personnes âgées, on leur fait faire des jeux de quiz sur les chansons, sur de la philo, sur des trucs différents. Et puis en fait, si elle n'arrive pas du tout à trouver les solutions, le robot va faire de l'humour négatif sur lui, il va dire « mais je suis très très bête », enfin il va essayer de se rabaisser pour que la personne ne se sente pas mal du fait de ne pas savoir répondre. Et puis on va trouver tout un tas de stratagèmes pour essayer de mieux interagir avec la personne pour l'aider à répondre. Le but, c'est pas un jeu ou c'est une compétition, le but c'est d'entraîner les gens à pouvoir renouer avec l'interaction, quoi. Donc ça peut être un niveau de la mémoire, au niveau de l'émotion, au niveau social. Et on a vu dans les EHPAD où on était, beaucoup de liens sociaux entre les gens qui venaient en fait dire « moi je veux que le robot me fasse ce qu'il a fait à ma copine ». Là. Et donc ils ont beaucoup parlé des robots. J'ai lu aussi une étude qui a été faite, quelqu'un qui comparait une relation avec des chiens, avec des animaux, et puis une relation avec des robots dans des EHPAD, et qui disait incroyablement, les gens ils parlent beaucoup des robots, ils parlent des chiens très bien, mais ils parlent autant des robots, voire plus, et ça suscite des questionnements, voire ça crée du lien entre les gens. Bon, l'essence de l'humour, c'est ce que je vous disais. Donc, on a donc beaucoup de challenges scientifiques. Je vais aller plus loin pour revenir à des choses un peu pédagogiques autour de l'intelligence artificielle. La première vague de l'intelligence artificielle, ce sont des systèmes experts. L'humain met des connaissances dans la machine. La deuxième vague, c'est de l'apprentissage statistique. On ne sait plus spécifier la fonction. On la spécifie en prenant un ensemble de données et en disant voilà le résultat qu'on souhaite. Toutes ces données sont annotées, et à partir des données annotées, par exemple des images de chat auxquelles j'ai mis l'étiquette chat, d'autres images de tigre et j'ai mis l'étiquette tigre, ou de lion, j'ai mis l'étiquette lion, d'accord ? À partir de ces images étiquetées, je crée une connaissance, une fonction, comme ça, dans une machine. Or, cette fonction, elle n'est pas faite à partir de règles explicites. Ce sont des matrices de chiffres. Quand on parle de deep learning, c'est juste qu'il y a plein de couches cachées, donc plein de machines de chiffres qui permettent d'avoir une performance meilleure. Pourquoi, moi, en 92, j'ai arrêté de faire des réseaux de neurones ? Parce que, ça mettait 1 mois pour avoir un résultat de calcul sur les ordinateurs qu'on avait à l'époque. Maintenant, ça met 1 heure. Donc, on a
quantité maintenant de machines beaucoup plus puissantes, on a beaucoup plus de données, et donc effectivement on arrive à faire des choses beaucoup plus performantes. Sur les fondamentaux derrière ces techniques, c'est toujours les mêmes. C'est les règles de modélisation de la cellule nerveuse, comme le faisaient finalement les premiers systèmes. L'apprentissage est aussi, il y a 3 sortes d'apprentissage, l'apprentissage dit supervisé, non supervisé, ou par des règles, ce qu'on appelle l'apprentissage... j'ai un trou. Catherine, toi qui en fais. Ah non, t'en fais pas? Bon, en fait, c'est l'idée qu'on va apprendre par essai-erreur et on a un certain nombre de mesures de ce que c'est qu'aller dans le bon sens. Donc, on a 3 sortes d'apprentissage et finalement, ces apprentissages, ce sont des apprentissages sans comprendre. Hein. L'humain donne une expertise sur les labels, par exemple, ou alors par ses règles. Mais en tout cas, quand la machine apprend ces chiffres à l'intérieur, elle apprend sans comprendre complètement ce dont il est question, ce qui donne des biais. Par exemple, j'enlève les pixels de l'œil du lion et la machine ne reconnaît plus le lion. Or, l'humain, il voit bien que c'est un lion, toujours. Je retrouve parmi les images que la machine sait bien reconnaître des savanes. Mais il n'y a plus de lion. Il n'y a pas de lion sur l'image, il n'y a que la savane. Alors pourquoi? Parce que la majorité des lions dans mon corpus d'apprentissage étaient dans la savane, c'est leur lieu naturel. Donc la machine a appris aussi le contexte et peut l'étiqueter comme si c'était un lion. Vous voyez, ça fait des biais non négligeables. De la même façon, si j'arrive à régénérer des images que mon modèle a appris à discriminer, je peux me retrouver avec des images qui n'ont rien à voir avec les animaux et pourtant avec une forte performance. On me dit que c'est une image de lion, par exemple. Donc il faut faire attention avec ces outils de deep learning. Ils sont très performants, mais il ne faut pas les laisser décider tout seuls pour l'instant. Et dans la communauté de recherche sur le machine learning, il y a énormément de travail qui est fait pour rendre plus robustes ces systèmes et pour les encadrer. Donc il faut encadrer par des benchmarks, des batteries de tests, et réaliser qu'on est devant des choses extrêmement performantes qu'il faut absolument essayer d'utiliser pour le bien-être des gens, mais il faut les contrôler. Donc la 3e vague actuelle, c'est comment je vais pouvoir utiliser ces systèmes pour apprendre le sens commun. Je vous ai dit tout à l'heure, les robots, ils ne savent pas bien, on leur apprend des formes, et puis dès que la forme est un peu différente, il faut savoir l'apprendre. Enfin, c'est une complexité énorme d'être dans la vie réelle. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire sur cet aspect contextuel. Et puis le Graal, c'est ce qu'on voudrait aussi, c'est avoir des machines qui soient transparentes et qui expliquent pourquoi elles ont pris telle ou telle décision. Or, si on continue à utiliser du deep learning, par exemple, on ne peut pas expliquer directement. Donc, il faut soit mettre en parallèle un autre système qui est capable, lui, d'expliquer, soit se donner des benchmarks, des batteries de tests pour comprendre les capacités de la machine. Donc, ça, c'est des choses absolument à mettre en œuvre très, très vite. Et la 3e forme que je cherchais, c'est par renforcement. Donc, et ces systèmes, donc, qui sont... Ces algorithmes d'apprentissage, en eux-mêmes, il ne suffit pas de les connaître, c'est stupide ça, il faut savoir sur quelles données elles ont été entraînées. Les données sont essentielles, puisque c'est dans les données que je vais discriminer. Effectivement, si j'apprends les données de la vraie vie, par exemple pour une femme, eh bien, pour recruter des femmes, si je regarde les jobs qui ont le plus de salaire élevé, je vais trouver des hommes de moins de 30 ans, par exemple. Et puis, mon système, il va continuer à discriminer de la même façon. Si j'apprends sur les données qui existent dans la vie et que je les prends comme ça, sans faire attention à vérifier qu'il n'y a pas d'inégalité. C'est ce qu'on a vu aussi avec Google, qui reconnaissait les visages pâles, mais pas les visages de peau sombre, par exemple. Donc, il faut faire très attention à ça avec ces différents systèmes. Le système AlphaGo, il est plus rapide, il est plus fort que l'humain, puisqu'il a battu, mais il est incroyablement pas humain. Il est lié à 100 ingénieurs qui font les choses. Ils utilisent des heuristiques qui viennent des meilleurs champions de Go. Il a une puissance de calcul monstrueuse et il a vu un nombre de parties incalculable par rapport à un humain. Donc, moi, le joueur que j'avais rencontré, il m'a dit « mais c'est comme si vous compariez quelqu'un qui court et puis une voiture super puissante. » Bon, certes, elle va plus vite. Donc, on va être très fort avec l'IA et tous ces systèmes sur des choses extrêmement spécifique, et dans AlphaGo, on a du deep learning, on a 3 ou 4 algos, donc c'est assez compliqué d'expliquer quelles que sont ces machines, et cette complexité, c'est une vraie difficulté si on dit il faut que ce soit transparent. Comment on va cadrer la complexité qu'on ne peut pas expliquer par les règles qui sont mises à l'intérieur des systèmes? C'est un axe de recherche extrêmement fort. L'opacité des décisions, l'instabilité, j'en ai parlé. Donc il y a des défis et sachez que c'est pris en compte. Maintenant, l'éthique. L'éthique, c'est une définition déjà.
On a besoin de parler de règles éthiques et de règles morales si on veut que ces systèmes soient utilisés dans notre quotidien. Et à l'heure actuelle, il y a une insuffisance de prise en compte de règles pour les systèmes eux-mêmes et puis aussi d'anticipation de ce que va venir la société avec toutes ces machines. Bon, malgré ça, on a tous ces films qui nous font peur et on voit tout un tas de peurs que je reprends dans le livre, le piratage, la prise de contrôle. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des systèmes pour pirater. On va pouvoir pirater les Google Home, comme on a piraté la poupée Barbie qui savait parler. Tout ça, c'est sur le cloud. Donc, tant qu'on n'aura pas au moins blindé cet aspect-là, je ne vois pas ce qu'on va faire. La surveillance en continu, le bouton rouge, il n'existe pas. Le contrôle des machines auto-apprenantes et des machines qui s'adaptent en continu. Les armes létales, dont vous avez entendu beaucoup parler. La déshumanisation, l'isolement, la dépendance. Comment on fait pour monitorer ces systèmes de coévolution? Le remplacement des humains par des machines dans le travail. J'ai aussi participé à des discussions là-dessus et c'est extrêmement important. Le clivage dans la société entre ceux qui ont accès à la techno et qui comprennent ces concepts et les gens qui ne comprendront pas et qui vont subir ces machines. Et enfin, les machines apprenant plus intelligentes que l'homme, non. Par contre, la collaboration entre plein d'intelligences, il faut aussi raisonner sur ces systèmes. Donc les dilemmes éthiques, il en existe beaucoup dans la voiture autonome par exemple. Prenons un cas où on se dit je vais mettre des règles éthiques dans la voiture. Alors si je décide d'utiliser l'éthique d'Aristote, on va sacrifier le passager. Si je décide d'utiliser une éthique déontique, le respect des codes, eh bien 2 enfants qui vont traverser pas dans les clous, je vais les écraser. Si je décide de faire une éthique conséquentialiste qui va sacrifier le moindre nombre d'années, donc on va calculer, alors vous imaginez la machine, le temps qu'elle a pour faire ça, avec la perception qui n'est pas d'une performance à 100%, ça c'est un truc qu'il faut aussi évidemment mettre dans notre culture, on n'est pas devant des systèmes qui répondent à 100% juste. Qu'est-ce que c'est que les probabilités dans tout ça? En tout cas, là, on sera mieux à faire un tirage au hasard dans le temps imparti. Donc cette machine apprenante pose toutes ces questions de gestion et d'analyse éthique, est responsable des données, de transparence, d'explicabilité et de robustesse. Donc à la CERNA, on a posé beaucoup de ces sujets, dont j'ai parlé des rapports, si vous êtes intéressés. Sur le machine learning, il y a beaucoup d'initiatives. Nous, à Paris-Saclay, puisque je suis sur Paris-Saclay et Paris-Sorbonne, on a des plateformes de données et des analyses sur l'éthique dans Transalgo et Data IA, qui sont des projets sur 10 ans, qui sont des vrais projets importants. Le rapport de la CERNA sur l'apprentissage. Et puis, je fais partie aussi d'un groupe dans I3E, comme d'ailleurs Catherine et quelques personnes en France. On n'est pas beaucoup. Il y a majoritairement des anglo-saxons. Et on travaille sur une initiative éthique des machines autonomes dans I3E, donc cette société savante qui contient, qui a, je crois, 160 pays, 400 000 membres. Et nous, on a la chance d'avoir un chercheur de renom qui s'appelle Raja Chatila, qui a été président de la partie robotique pendant un long moment et qui est directement impliqué sur cette initiative. Donc moi, je travaille par exemple sur une initiative autour de la manipulation des machines avec un grand nombre de partenaires industriels et chercheurs dans le monde entier pour essayer de faire sortir des normes et des standards. Et c'est le début de tout ça. Il y a 4 leviers importants avant de finir dans cette initiative éthique. Éduquer les ingénieurs, les chercheurs, les journalistes, les industriels, les politiques, tous à l'éthique. L'éthique, c'est l'humain qui doit être éthique pour faire des machines éthiques. Donc fondamentalement, l'humain, il est au centre de tout ça. Donc si on ne sait pas faire que nos enfants dans les écoles demain sachent ce que c'est que l'éthique et comment une machine peut devenir déviante et faire des choses inadmissibles, comment on peut vérifier qu'on ne pirate pas, etc., on va dans le mur. Donc pour moi, c'est nécessaire de commencer par les enfants à l'école. Expliciter les règles éthiques. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans la société? Est-ce qu'on va admettre que je vous copie monsieur, demain je fais un clone de monsieur, et puis un peu vous pouvez l'acheter? Donc, je ne sais pas jusqu'où on s'arrête dans la ressemblance à l'humain, les bornes qu'on veut mettre dans les machines. On va voir arriver des robots sexuels. J'ai eu à répondre à des journalistes cet été sur coucher avec un robot, est-ce trompé? Voilà, c'est principalement les médias s'occupent que de ça, là, du buzz et de tout ce qu'il y a avec. Mais si à part cette question juste qui fait sourire, derrière il y a une vraie difficulté quand même. Et puis on a vu un Anglais qui voulait rapporter un petit garçon robot et qui a été interdit d'utiliser ce robot en Angleterre. Donc parce que il y a des gens qui disent voilà super, ces machines vont remplacer finalement les gens et il y aura moins de viols, moins de jeunes femmes sous les lampadaires rouges à Amsterdam. C'est pas forcément vrai parce que l'imitation du vivant, elle n'est pas encore extrêmement bonne, elle ne le sera jamais. Avec ce qu'on a comme connaissance actuelle, la façon dont on code les machines,
On n'arrivera jamais à simuler un humain. On fera une pâle imitation. La pâle imitation ne va pas suffire. Donc on va dire, finalement, ça c'est possible, ces déviances-là, pourquoi pas, vous pouvez acheter du matériel pour votre plaisir, mais derrière ça va engendrer, à mon avis, des déviances encore plus fortes. Donc c'est un vrai danger dans la société de ne pas comprendre que les machines sont très limitées. Voilà. Et donc actuellement on a un groupe avec Catherine sur les valeurs morales dans la CERNAC, et ce groupe sur normes et standards, et je voudrais conclure en vous donnant la parole. Voilà. Merci. Merci beaucoup Laurence. Donc on va passer aux questions. Oui. Merci. Je vous remercie pour votre exposé. Alors, s'il fallait différencier le robot de l'humain, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, première possibilité, qu'un robot ne sait pas ce que c'est qu'être un robot, contrairement à l'humain? Ou deuxièmement, est-ce qu'il faut dire que le propre de l'humain, c'est précisément de répondre de ce qui ne peut pas répondre de lui-même, et donc il est le seul à pouvoir répondre précisément du robot? Ou faut-il dire, par exemple, troisième possibilité, le propre d'un robot, il est simplement ce qu'il est, et le propre de l'humain, c'est d'exister, c'est-à-dire de dépasser ce qu'il est. Comment vous verriez la différence possible, le critère, d'après vous, selon lequel, s'il y en a un, qui vous permettrait de différencier ce qui est de l'ordre de la machine et ce qui est de l'ordre de l'humain? Parce qu'on pourrait aussi, on pourra en trouver d'autres, dire que, par exemple, la machine est réductible à la somme de ses parties, alors que le propre du vivant et de l'humain, c'est d'être irréductible à la simple addition de ses parties. Alors, j'ai écrit un article sur le test de Turing, donc il n'est pas passé déjà. Première étape. Donc la machine ne sait pas répondre de façon très intelligente. Elle a plein de capacités, il y a plein de capacités mentales qui ne sont pas testées par le test de Turing. Et le test de Turing qui a été passé, soi-disant, n'a pas été passé parce que les critères de Turing, c'était 5 minutes et 30% de personnes qui sont leurrées. Bon, bah, à partir de là, il y a à redéfinir beaucoup de choses. Turing était un homme excellent et très visionnaire. Il faut relire un peu ce qui a été écrit et ne pas prendre noir sur blanc ce que disent les médias. Pour différencier un robot d'un humain, dans mon livre, je dis « Le robot ne saura jamais quel est le goût de la pomme ». Vous lui montrez une pomme, tout le monde prend des pommes, hein, je ne sais pas pourquoi, Apple aussi, mais on prend des pommes. Alors, le robot ne saura jamais ce que c'est que le goût de la pomme. Et j'ai eu récemment un interview assez drôle à Genève, parce que j'ai présenté mon bouquin dans un cercle littéraire, et il y avait une humoriste qui a singé, qui m'a dit, alors pour prouver que je ne suis pas un robot, de la Madame de Villers, elle a dit qu'elle était mon robot, c'était une femme qui s'était déguisée en robot pour ne pas perdre son travail, qui était une femme de ménage, et elle a dit, pour prouver à Madame de Villers qui a des soupçons de temps en temps, que je ne suis pas vraiment un robot, alors je fais le test de la balle de tennis. Et dans mon livre, je dis, bon, mais un enfant, si vous lui présentez une pomme ou une balle de tennis, il saura tout de suite ce que c'est. Un robot qu'on aura entraîné à reconnaître les pommes jaunes, vertes, machin, il peut confondre une balle de tennis avec une pomme et planter ses dents dedans. Donc la dame qui faisait de l'humour disait dans son truc, et pour lui prouver, je plante mes canines dans la balle de tennis. Ce qui était fort drôle. Mais voilà, les tests, moi je dirais qu'un robot n'a pas de douleur. Hein. Voilà, la douleur, qu'est-ce que c'est? Rien. Il n'y a pas de corps. Et puis de toute façon, bon, imiter l'humain, on peut imiter des capacités de très haut niveau dans une machine. On a beaucoup plus de mal avec des choses assez simples qu'au fait notre corps pour l'imiter. Donc déjà, c'est une première chose. Et puis, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas être réduit à une machine, non pas parce que pour un aspect religieux, mais pas à une machine telle qu'elles sont construites maintenant, parce que on est dans un monde discret, on est sur des ruptures, on est sur du continu, nous, biologiquement, avec des réactions chimiques qui sont non linéaires, enfin qui ont des sauts de rupture, et ça, je le vois nulle part dans une machine pour l'instant. Hein. Et puis bon, il n'y a pas de vivant, donc il n'y a pas de but non plus. Tout ça est mis par des humains. Donc voilà, je peux trouver un robot qui fait semblant de n'importe quoi. Je crois que cette question a été posée à des enfants. La même chose que vous venez de dire en disant à des enfants, mais qu'est-ce que vous diriez à un robot pour savoir... Et l'enfant a dit, quel âge tu as? Et le robot a dit, 1 an et demi. Il dit, c'est pas possible.
Bon, on peut toujours rire de ça, quoi. Il y a multiples facettes, mais je pense que fondamentalement, on ne peut pas créer tout ce qui est intuitif, créatif dans la machine est de l'ordre du hasard. Voilà. Et un hasard qui ne se répète pas, du vrai hasard. Parce que nous, on est né du hasard qui s'est répété, avec une certaine compréhension de bien-être qu'on pouvait en tirer ou de l'utilité de ce hasard qui fait que le hasard a pu se répéter, être renforcé. Bon, après, je ne suis pas philosophe. Je pense que dans l'assistant, vous avez des philosophes qui pourraient peut-être répondre mieux que moi à cette question. Pour l'instant, en tout cas, c'est facile de savoir que c'est un robot ou un humain. Et puis, on va travailler de plus en plus sur de l'évaluation pour effectivement ne pas rentrer dans ces pièges-là. Notre question. Oui, merci. Moi, j'ai envie de reprendre une phrase que Vincent a prononcée tout à l'heure dans son introduction. C'était « l'éthique a besoin de connaître les buts ». Et finalement, ma question, c'est comment s'organise actuellement la réflexion collective sur les buts qu'on doit assigner à ces technologies-là toujours plus impressionnantes, ou en d'autres termes, finalement, comment on réfléchit à ce que sont nos besoins, finalement, qu'on va chercher à satisfaire avec ces technologies qui évoluent à un rythme qu'on a du mal à suivre. Vous avez dit tout à l'heure, on subit. L'impression que j'ai, moi, c'est qu'effectivement, on est en situation assez passive. Hein. On subit, les technologies émergent, beaucoup ont besoin de les vendre, donc elles sont là, et on cherche ce qu'on peut en tirer de mieux, mais sans qu'il y ait vraiment de réflexion organisée sur quels sont finalement nos besoins qu'on va chercher à satisfaire avec tout ça. Mais je crois que c'est le propre de tout ce qui est nouveau, quoi, en fait. On ne sait pas ce qu'on va créer, donc on n'a pas le but avant de pouvoir faire l'objet. On a partiellement des buts, mais c'est ça qu'on demande aux gouvernants, en fait, aussi, c'est d'arriver à réguler ce qu'on va déléguer à des machines et ce qu'on ne va pas déléguer à des machines. Est-ce qu'on a quand même un mot à dire ? Sans penser au marketing et à l'influence qu'ont les grands groupes qui nous amènent tout un tas de nouveaux objets et créent des dépendances avec ces objets. D'accord ? Ça existe, c'est du commerce. Et là, on ne voit personne qui régule ça. Donc la façon de faire, ça serait effectivement d'éduquer les gens pour essayer de comprendre dans quel axe il faut aller. Et pour l'instant, ça fait partie de l'éducation sur ces outils-là, et je ne le vois pas arriver non plus, mais c'est ce qu'on devrait... les chantiers qui vont émerger. Si vous voulez, l'éthique, c'est ça aussi. C'est aussi comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec ces objets. Il n'y a pas... quand on a inventé, je ne sais pas moi, il y a plein de... J'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite, mais j'imagine qu'on a inventé des choses sans savoir à quoi elles allaient servir. On découvrait après comment les utiliser au mieux. On n'a pas forcément l'idée directe de « je veux ça, alors je trouve ça ». C'est souvent du hasard, hein. On tombe sur des situations où on fait quelque chose de chimie, on se dit « ah, ça pourrait être utile dans tel cadre ». Donc, je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner. Seulement que je pense qu'il y a beaucoup de commissions qui s'en inquiètent. C'est ce qu'on voit de par le monde. À l'ONU, il y a aussi une commission qui s'en inquiète. Donc, c'est plutôt positif de voir que les gens se posent ces questions. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard ou pas trop tard ? Je pense qu'il n'est pas trop tard. Oui, bonjour. C'est très intéressant. Moi qui ne suis pas tout à fait spécialiste des robots, je suis plutôt biologiste avec donc des questions très intéressantes sur l'utilisation des robots pour notre travail. Mais je me posais une question, les biologistes, on a eu des conférences de consensus dès qu'on a pensé que l'on allait franchir des pas. Vous savez, l'Asilomar en 70, par exemple, lorsqu'il y a eu la nouvelle technologie d'édition de l'ADN, il y a eu des réunions extrêmement importantes et qui ont impliqué là les citoyens. Parce que Asilomar s'était fait avec les initiés et pas avec les citoyens. Récemment, on a impliqué les citoyens. Et qu'est-ce qui se passe dans ce domaine de recherche ? J'ai cru lire, mais qu'il y a eu un Asilomar en 2017 sur les chercheurs de robotique. Est-ce que c'est vrai, cette histoire-là ? On n'est pas au courant. En 2017, quand hier, enfin, ça va à une telle allure. Ce que je veux juste vous dire, c'est que nous, à la CERNA, on est conscient de ça. On a été au ministère, par exemple, dire ce qui existe dans le vivant, on devrait avoir la même chose pour les machines. On ne prétend pas que les machines sont vivantes, mais on prétend qu'il y a des problématiques de cet ordre qui doivent être prises en compte. On a été écouté par le ministère de la Recherche, on a été. Maintenant, on n'est pas décisionnaire de la suite. Et il y a une présentation vendredi, là, des objectifs en IA du gouvernement. Donc
qu'on est... Je ne sais pas si tu as ça. Moi, je suis conviée à une réunion, voilà, où le Premier ministre et Mounir, qui est en charge de tout ce qui est numérique, vont présenter en fait les différentes idées et commissions qui seront actives. Monsieur Villani, moi je le connais très bien aussi, on est en lien aussi. Donc il y a aussi eu dernièrement le Global Forum Positif d'Atali et Athias. C'était la semaine dernière, vendredi dernier. Donc il y a beaucoup de discussions en jeu et beaucoup de comités qui prennent tout ça en compte. J'espère que pragmatiquement, on va avoir des choses qui vont arriver, pas des commissions qui font des rapports. Oui, pardon. Vous parliez de l'éducation à apporter sur la compréhension, surtout pour les jeunes, ou même sur qu'est-ce qu'un robot est en réalité. Or, pour l'instant, je ne peux pas m'empêcher de penser, vous avez ici vu mon Métropolis, mais tous les films que l'on présente, Intelligence artificielle de Spielberg, iRobot, Blade Runner, avec un prochain Blade Runner qui sort, Man West, Westworld, c'est-à-dire on voit tout au niveau de la du fantasme d'une réalité robotique qui est présentée cinéma, télévision, etc., ou au contraire, j'allais dire, non seulement on ne différencie pas, mais ça présente des robots qui, comme vous le dites, n'existent pas et n'existeront peut-être jamais. Alors, comment contrebalancer dans le système éducatif ou dans le quotidien des individus tout ce qui est déjà présenté. Je ne parle pas d'Asimov et de la loi des robotiques. Bon, je parle de tout ça dans mon livre, et effectivement, j'avais quelques idées sur ce sujet. Donc, à l'école, moi, il me semble qu'il faut que les enfants... donc déjà, j'écris un livre pour les enfants avec exactement cette idée de homme-robot, quoi. Qui suis-je? Donc, travailler là-dessus. Ensuite... il y aura des films aussi, je pense, qui vont être beaucoup moins science-fiction, j'entends aussi parler de choses comme ça. Après, je pense qu'à l'école, on peut faire... Moi, j'ai fait partie des gens qui voulaient pousser la main à la pâte, l'expérimentation par les enfants. Donc, quand j'ai été faire ça, quand j'avais des petits-enfants à l'école, on m'a dit « vous faites des gâteaux, c'est pas votre rôle ». Donc bon, je suis restée avec mes mallettes de la main à la pâte en me disant, bon, dommage. Mais à l'école, on peut faire des choses automatiquement à un robot en boucle pour apprendre tout simplement que c'est l'humain qui met un petit programme, très simple, pour que le robot il puisse tourner. Ça peut être une petite voiture ou je ne sais quoi. Que l'enfant comprenne en fait que c'est lui qui a mis cette impulsion dans la machine qui devient autonome, enfin qui fait quelque chose qui toute seule, qui n'est pas remontée par un ressort, mais il fait quelque chose avec des choix, et c'est lui qui l'a programmé comme ça, à une échelle très très simple. Donc ça serait déjà bien, et puis ça continue pendant toute la scolarité des jeunes. Et puis j'avais proposé aussi plus large audience, en fait, qu'on fasse des laboratoires ouverts d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un café philo, en même temps que des robots qui sont là, avec des jeux internes aux robots qui permettent de comprendre ce qu'il a compris, qu'on explicite. Donc faire de l'interaction humain-robot cachée, ça je sais, tout le monde en fait, mais on pourrait aussi faire comprendre ce que la machine interprète à chaque fois. Donc il y a tout un niveau pédagogique sur l'utilisation de ces nouvelles technologies qui est possible de faire à condition d'avoir les moyens de le faire, et je crois que ça c'est le plus compliqué. Oui, bonjour. Alors ma question c'était pour revenir sur ce dont vous parliez avant votre conclusion. Vous disiez qu'il vous semblait impossible en fait, de reproduire le comportement du vivant, en fait de créer du vivant. Ce qui est effectivement pour l'instant, je crois, impossible. Ceci dit, dans la mesure où on a déjà réussi à créer des cellules de synthèse ou des mini-organes, enfin des choses qui effectivement ne sont pas une première cellule vivante, mais qui sont créées à partir, qui ont déjà été créées, mais qui n'émergent pas de l'inertie au vivant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va réussir peut-être un jour, vu le progrès, à créer du vivant et peut-être des êtres humains, enfin, du coup, qui ne seraient pas vraiment des êtres humains? Bon, alors, merci pour cette ouverture sur ce domaine. En fait, le plus dangereux, ce sont les cyborgs. Ça serait d'hybrider du vivant avec de la machine. Et puis, qu'est-ce que c'est que du cyborg, puisque, en fait, si vous avez un problème de diabète ou quoi, vous avez déjà une puce qui vous permet de savoir dans quel état vous êtes, s'il faut aller prendre ou pas de l'insuline. Si vous avez un problème cardiaque, vous avez déjà un pacemaker. Je ne fais pas mon Laurent Alexandre en disant j'ai des lunettes, donc je suis une femme augmentée. Mais
voilà, on a déjà un peu de mécanique, on peut en avoir plus, on en aura certainement plus. Le danger, c'est sûrement cette hybridation réelle, et qui n'est pas que machinique, quoi. La machine, pour moi, elle aura un seuil, on ne pourra pas dépasser. Mais si on hybride humain-machine, qu'est-ce qui restera humain? Est-ce qu'on fera un humain augmenté pour le bien-être de la population, ou est-ce qu'on va faire quelque chose qui va pouvoir être démoniaque? Ça, c'est une autre question. Les cyborgs, là, c'est une autre question. Et c'est très transhumaniste. Alors en plus, à part la science-fiction, hein, quels sont les grands diabolisants à l'heure actuelle? Ce sont les transhumanistes. Quand on entend Elon Musk dire « l'IA est dangereuse », très dangereuse, il faut donc se munir d'implants cérébraux pour pouvoir avoir un QI plus haut et gagner contre la grande guerre avec l'intelligence artificielle. Et que c'est relayé par tous nos médias, moi je suis furieuse. Quand j'entends Laurent Alexandre qui dit la même chose, je suis furieuse. Je l'ai entendu beaucoup trop. Et en ce moment, il y a un petit parti qui est sur Twitter sur quel est le QI de Laurent Alexandre. Et la grosse blague, c'est de l'urologie à la futurologie. Mais bon, voilà, c'est des choses qui sont inadmissibles quelque part, parce qu'à surfer sur du pseudo-scientifique, on amène les gens à penser que c'est demain, c'est possible. Et certes, les Neuralink et tous ces implants cérébraux sont extrêmement intéressants en cas de pathologie, peut-être. Peut-être que c'est vous qui pouvez me le dire, c'est les médecins qui peuvent avoir un avis là-dessus. Mais moi, je suis désolée, l'aspect marchand de tout ça m'exaspère. Il fait du buzz pour son système, pour avoir plus de financement, pour monter Neuralink. Et Neuralink, qui sera les cobayes humains de Neuralink demain? Ben, c'est nous. Ce sera les gens âgés. C'est formidable, non? On va prendre une toute dernière question. Oui, excusez-moi. Juste, elle ne va pas être longue. Merci pour votre présentation. J'ai une question concernant la définition de l'éthique. Vos dernières diapositives présentaient la nécessité de communiquer, d'informer, mais est-ce qu'au niveau de la communauté des chercheurs avec lesquels vous travaillez, ou communauté de chercheurs avec lesquels vous êtes en lien, est-ce que vous savez si on a une définition qui est spécifique à des pays, qui est donc du coup influencée par nos cultures? Et ça ramène aussi à ma deuxième question. Est-ce que vous savez s'il y a des chercheurs qui utilisent les différentes cultures des pays pour pouvoir paramétrer des robots qui seraient l'image de la culture de leur pays et qui permettraient de répondre à certaines questions, qui est justement ce que vous évoquez? Est-ce qu'il y a oui ou non un danger à avoir des robots, parce que ces robots risquent d'influencer nos modes de vie, de modifier nos modes de vie et nos cultures? Oui. Alors très précisément, dans I3E, on a un comité qui travaille sur ces différences culturelles, en montrant qu'il est important pour nos cultures, pour sauver nos cultures, de faire attention à ce que ces machines ne soient pas les mêmes partout, et qu'il y ait une incidence claire. Et c'est évident qu'on est différent, hein, que ce soit au niveau perceptif, hein, il y a des gens qui ne supportent pas être touchés, d'autres qui supportent être touchés. Les gens, on ne peut pas les regarder dans les yeux, c'est du viol. Et d'autres, il faut au contraire les regarder dans les yeux, sinon on ne s'intéresse pas à eux. Donc on est très différents suivant les différentes cultures, et on a essayé d'écrire beaucoup là-dessus, et vous pouvez le trouver sur les liens I3E, sur l'initiative, en fait, beaucoup de recommandations autour de cette prise en compte de la culture qui est essentielle. Les règles éthiques, l'éthique en général est au-dessus, se veut universel, et on parle beaucoup de règles morales qui seraient des instanciations dans la société de certaines valeurs pour guider des actions dans un contexte de vie quotidienne. Donc c'est très pragmatique la façon dont on veut l'envisager. Ce qui voudrait dire, attention à pas trop généraliser, à faire des trucs trop haut niveau. Et du coup, l'adapter à des contextes particuliers en fonction de la culture, c'est un effort énorme. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'organiser dans la société par type d'utilisation de ces objets pour pouvoir travailler ensemble. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est nous, chercheurs, pousser à ce que ce soit incontournable, le fait de s'en occuper. Bien, je crois qu'on va être trop pris par le temps pour prendre d'autres questions. Je vous invite à participer aux tables rondes donc, sur ce sujet, où là, vous pourrez plus échanger avec les chercheurs. En tout cas, merci Laurence.